des banques alimentaires de la province, soit 73 de plus qu'en 2019. Mais plus près de chez nous, ça ressemble à quoi? Pour en discuter, on reçoit Andréane Leblanc, directrice d'aide alimentaire Le Binière, Ici Olivier Bélanger, et Véronique Barra. bienvenue à Éco-Social. Donc en commençant, est-ce que tu peux nous expliquer, Andréane, c'est quoi Aide alimentaire La Binière? C'est quoi la mission de l'organisme? Oui, donc c'est un organisme qui existe depuis près de 18 ans. On a été enregistré au registre des entreprises sous notre nom légal, qui est la Corporation de solidarité en sécurité alimentaire de Lobinière, COSAL, mais depuis quelques années, on opère sous le nom usuel Aide alimentaire Lobinière. Donc, en fait, on a une nouvelle mission, énoncé de mission, qui est issue de la planification stratégique d'aide alimentaire Lobinière 2023-2026, qui est la suivante: être le chef de file sur le territoire de la MRC de Lobinière en ce qui concerne l'offre de services de soutien en matière de sécurité alimentaire pour les individus et les familles en situation de précarité, et ce, afin d'améliorer de façon significative leur qualité de vie et favoriser leur inclusion sociale. En fait, pour nous, c'est très important d'assurer une équité, une impartialité dans nos décisions envers notre clientèle, de respecter leur autonomie personnelle et leur autodétermination. Comment ça s'articule le service de distribution alimentaire? En fait, on a des distributions qui ont lieu de 2 à 3 fois par mois dans nos 6 points de distribution. Donc, on en a un point à Lobinière, à Saint-Édouard, à Val-Alain, à Saint-Flavien, en fait, qui est notre entrepôt actuel, à Saint-Agapi et à Saint-Patrice-de-Beauvage. Donc, les personnes qui sont inscrites à l'organisme se présentent aux heures de distribution et doivent payer 4 pour leur boîte. La boîte régulière, en fait, a une valeur monétaire d'environ 176 et pour les familles, c'est une valeur d'environ 228 Dans la boîte, on retrouve un peu de tout. Évidemment, c'est ce qu'on va récupérer. On va retrouver des canages, des fruits et des légumes, des produits laitiers, des protéines animales, parfois des protéines végétales, des biscuits, des pâtes, etc. C'est assez varié. On retrouve aussi parfois du non comestible, par exemple savon à vaisselle, des choses comme ça. OK. Puis d'où ça vient les produits que vous distribuez? En fait, ça vient de différents endroits, donc principalement de Moisson Québec, qu'on va récupérer les denrées la journée de la distribution, donc à chacune de nos distributions. On fait également le programme de récupération en supermarché. On est délégué par Moisson Québec pour aller récupérer les invendus auprès d'épiceries du milieu. Nous, on va au métro Laurier-Station, métro La Roche de Laurier-Station, au IGA Veilleux de Saint-Agapi et depuis octobre dernier, là, au Super C à Saint-Apollinaire. OK. Sinon, on a beaucoup d'ententes aussi avec des producteurs agroalimentaires de la région. Donc, on y va soit chercher les invendus, les surplus. Sinon, il va parfois faire de la cueillette carrément. Donc, avant qu'ils perdent, par exemple, la rangée de fraises, ils vont nous appeler puis on va y aller avec des bénévoles pour récupérer. On va aussi faire du glanage, qui ressemble beaucoup à la récupération régulière que je viens de vous parler. Mais en fait, c'est qu'il y a un tiers qui est pour le producteur, un tiers de ce qui est cueilli par nos bénévoles pour le producteur, un tiers pour les cueilleurs et un tiers pour l'organisme. On a aussi, sinon, parfois des restaurants, par exemple, qui vont nous donner, sinon, lors d'activités spéciales, il y a des boîtes à lunch, par exemple, dans les écoles ou ailleurs, donc qui n'ont pas été consommés, qui n'ont pas été touchés. Ils vont être donnés à notre organisme pour qu'on le redistribue rapidement. OK. Combien de paniers vous distribuez à peu près à chaque distribution que vous faites? Donc, c'est sûr que ça varie. Par contre, en ce moment, on est environ à 215 paniers. Donc, tu sais, un panier, ça peut être pour une personne seule, ça peut être pour des familles avec enfants là, de 2, 3, 4, 5, 6 enfants. En ce moment, on est assez stable à ce chiffre-là. À l'été, parfois, c'est un peu moins, étant donné que les fruits et les légumes sont moins chers. D'habitude, à l'épicerie, il y en a qui ont des jardins. Donc, des personnes qui seraient admissibles à nos services qui disent, ben moi, je vais arrêter temporairement parce que j'en ai pas besoin, je vais en laisser aux autres. Je suis capable de subvenir à mes besoins. Donc, ils prennent une petite pause. Puis est-ce que vous voyez une augmentation de la demande au courant des dernières années? Oui, on voit une augmentation de la demande qui continue depuis plusieurs années. En fait, depuis même avant la COVID, qui peut s'expliquer de différentes manières, notamment par l'augmentation en fait, des demandes liées à l'insécurité alimentaire proprement. Là. Il y a plus de gens qui ont besoin.
Il y a aussi la disponibilité du service. Donc, il y a 6 ans et même un peu avant, il n'y avait qu'une seule personne salariée à temps plein à l'organisme. Donc, à partir du moment que la personne ou moi-même, on s'absentait, donc on ne peut pas répondre aux appels, aux demandes d'urgence et tout ça. On ne peut pas offrir plus de points de distribution. Donc, depuis quelques années, c'est ça, on a ouvert un nouveau point à Saint-Édouard, à Val-Alain, ce qui faisait en sorte que ça rapprochait le service des gens. Donc, tu sais, ça reste un milieu rural, il y a des enjeux par rapport au transport. Donc, c'est sûr que si on ne peut pas se rendre à l'organisme pour bénéficier du service, ben, c'est une problématique. Euh, donc, voilà, on a pu étendre aussi certaines heures en rendant le service un peu plus longtemps, par exemple, en poursuivant une petite partie de distribution le vendredi matin pour aller chercher plus de gens. Donc, ça, c'est une autre explication, en fait, à l'augmentation des demandes. Le fait aussi qu'on soit un peu plus connu sur le territoire en étant plus présent. Donc, Qu'est-ce que l'après-COVID puis le contexte d'inflation apporte comme défi pour vous? uniquement pour l'organisme en tant que tel, ben, comme tout le monde, on a des enjeux. Par exemple, nous, on a un camion qui se promène pour la récupération alimentaire, qui va à Moisson Québec et tout ça. L'augmentation du coût de l'essence se voit directement sur notre organisme. Oui, on fait beaucoup de récupération alimentaire, mais on fait aussi des achats à chaque année pour venir bonifier la boîte. Pour qu'elle réponde un peu plus aux besoins. On a cherché plus de fruits, de légumes, des protéines, tout ça. Donc, ça, c'est sûr que notre pouvoir d'achat peut être moins gros, comme les membres qui utilisent nos services et comme tout le monde, toute la population. Donc, on n'est pas à l'abri non plus de l'augmentation en lien avec l'inflation, coût de loyer, tout ça. Sinon, ben, au niveau vraiment de nos membres, c'est sûr qu'on va en voir de plus en plus qui vont faire des demandes avec une situation financière différente. Par exemple, des gens qui travaillent. Donc, ils ont un revenu d'emploi. Ça fait déjà plusieurs années qu'on le voit, en fait, là, qu'il y a des gens qui travaillent à temps plein, à temps partiel et qui n'arrivent pas financièrement à subvenir à leurs besoins. Donc, ça, c'est sûr que ça a un impact. Je crois que c'est toi qui me disais ça il y a un moment aussi, en lien avec la disponibilité des denrées, avec l'avancement de la technologie, les commerces ont peut-être moins de pertes. Ça rend le contexte d'acquisition un peu plus complexe, même s'il y a toujours de la nourriture. Tu disais, je pense que c'est juste plus difficile où il faut aller la chercher à plus d'endroits, ces pertes-là. Oui, exactement. Donc, je pense que c'est Moisson Québec qui avait plus sorti une étude ou des chiffres par rapport à ça, mais c'est sûr que nous, on peut le voir dans notre milieu aussi, ce qui est une excellente chose, en fait, pour les entreprises. C'est normal de vouloir diminuer tes pertes, de vouloir réutiliser les aliments, soit en faisant des repas préparés si tu n'en faisais pas ou en essayant d'augmenter cette quantité-là. C'est sûr qu'avec les technologies, c'est bien fait, là, ça peut te calculer plus facilement, en fait, là, j'imagine, tes ratios, ta gestion du stock et tout ça. Donc, on est très content pour les entreprises, évidemment. Nous, de notre côté, ben, ça demande d'avoir, soit d'être plus créatif ou d'aller de l'avant avec plus de partenariats, par exemple, pour arriver à la même quantité de denrées récupérées. Donc, c'est sûr que ça demande de l'adaptation. Je pense qu'on essaye de vraiment y aller de l'avant. Par exemple, on voyait un peu moins le glanage avant. Je pense que maintenant, de pouvoir l'introduire dans nos activités et de pouvoir le proposer, ça va peut-être aller rejoindre plus de producteurs et dans ce cas-là, nous permettre d'aller récupérer davantage. Je trouve que c'est une solution qui est gagnant-gagnant. Donc, Mhm. Puis c'est ça, on ne s'en rend pas nécessairement compte non plus, mais quand il y a une augmentation de la demande, il y a une augmentation de demande de votre côté pour plein d'affaires, comme l'essence, ça peut coûter plus cher de transportation, ça demande plus d'espace, ça va demander plus de bénévoles probablement pour les distributions, plus d'espace réfrigéré aussi, donc plus d'énergie aussi. Donc c'est un peu exponentiel, hein, toute cette demande. Quand il y a une demande qui augmente, il y a plein d'autres choses, puis ça, on a l'impression que ça finit quasiment plus. oui, tout à fait. Donc, c'est sûr qu'effectivement, c'est une très belle analyse de notre situation. Euh, J'avoue qu'on manque d'espace. On manque d'espace très souvent. On se marche sur les pieds. On n'a pas. Tu sais, oui, on a plus de demandes, on a plus de collaboration avec le milieu, tout ça pour nos approvisionnements en denrées. Mais malheureusement, notre entrepôt actuel ne s'agrandit pas de l'intérieur. Donc, malgré notre créativité et notre capacité à jouer à Tetris,
il y a des limites. Donc, c'est sûr que c'est un des points importants, en fait, qui a joué dans notre projet de relocalisation. Ça fait quelques années, justement, qu'on le travaille. On commençait déjà à être à l'étroit avant la COVID, mais là, ça a pris des mesures exponentielles. Justement, dans le fond, prochainement, vous allez déménager dans des nouveaux locaux. Est-ce que ça fait partie des choses qui a motivé là, ce changement-là, le manque d'espace? Oui, c'est sûr que ça, c'est l'enjeu principal, en fait. Euh, Actuellement, mon bureau n'est pas à la même place que celle de la coordonnatrice et de l'entrepôt. Donc, pour moi, juste aller travailler avec ma collègue, oui, je me déplace à chaque matin pour venir au bureau, mais je suis encore pas avec ma collègue. Euh, donc, moi et Mélissa, qui est agente de soutien à la gestion, on travaille à une place. On va à l'autre place, on n'est pas proche des bénévoles, donc tout ça. C'est sûr que pour nous, ça limite aussi le développement de nos activités en tant que tel, le local qu'on a. Euh, donc, nous, oui, il y a les distributions alimentaires, mais si on veut aller plus loin avec vraiment des activités en lien avec la sécurité alimentaire, plus au sens large, qui n'est pas nécessairement seulement dans le don, ben, actuellement, c'est pas possible. Donc, notre nouveau local va nous permettre, premièrement, d'avoir l'espace de travail et avoir un espace de travail suffisant, notamment pour nos bénévoles. C'est une question de sécurité parce qu'ils transportent des grosses boîtes tous les jours, ils se rentrent dedans, c'est dangereux, les choses sont empilées, ça a un risque de tomber. Donc, tu sais, vraiment au niveau de la sécurité au travail, là, c'est un point quand même assez important. Le fait de rapprocher l'équipe aussi ensemble, tu sais, pour pouvoir optimiser en fait notre travail, de pouvoir s'entraider, tout ça, d'avoir un lieu où est-ce qu'on va pouvoir accueillir nos membres utilisateurs dans un lieu qui est pas en ce moment à l'entrepôt. En fait, il y a tellement de bruit pour la chambre congélateur. On sort de là, puis on fait oh, OK, ouais, c'était fatigant. Ça donne un petit mal de tête quand t'es pas habitué. Donc, juste pouvoir accueillir nos membres là, dans un lieu un peu plus calme, plus propice aux échanges, tout ça, de pouvoir respecter la confidentialité aussi des gens. Parce qu'actuellement, ils rentrent, on comprend que c'est à l'entrepôt, à côté de nos bénévoles, ils passent quasiment devant eux pour aller dans le bureau de la coordonnatrice. Donc, ça, c'est aussi un autre enjeu important. Et si on veut, en fait, revoir notre méthode de distribution alimentaire, en ce moment, c'est des boîtes, mais si on veut penser différemment, notamment un mode épicerie, il nous faut un local adapté pour ça. Et finalement aussi, un point qu'on trouve quand même très important, dans la récupération qu'on fait, c'est pas tous les aliments qu'on peut vraiment donner comme tel. Donc, en ayant un espace pour faire des petites transformations, par exemple, une cuisine, ben ça va nous permettre d'optimiser et de diminuer encore plus nos pertes. Donc, c'est un point très important. Ça va nous donner un lieu aussi pour développer, par exemple, des ateliers cuisine ou ne serait-ce développer des collaborations avec d'autres organismes, entreprises ou le milieu en tant que tel. Là. Ça offre beaucoup de nouvelles possibilités. Vous faites pas juste distribuer de la nourriture, il y a beaucoup d'autres aspects à votre travail au niveau des activités, puis au niveau aussi de la relation avec les personnes qui viennent chercher de la nourriture. Oui, bien, on essaye, comme je disais, de le développer davantage. On a des ateliers de cuisine en ce moment à Val-Alain. On a aussi développé une collaboration avec la municipalité de Leclercville et le Cercle de fermières de Leclercville pour la préparation de repas à prix modique pour les personnes aînées de cette municipalité-là. Sinon, on développe aussi une collaboration avec le pôle agroalimentaire de Lobinière, Ciboulot Traiteur et donc, pour la préparation de repas abordables avec une tarification sociale. Donc, c'est un projet qui est en cours, qui est en développement, que devrait entendre parler là, encore plus prochainement. Sinon, on fait des collaborations, par exemple, avec le CEPAL, le Carrefour des personnes aînées de Lobinière, justement, en lien avec les ateliers de cuisine. Il y a les sacs de dépannage d'urgence aussi au Carrefour Emploi Lobinière, principalement. Sinon, on a plusieurs autres activités. Par exemple, on est l'organisme porteur pour l'implantation des frigos communautaires, donc en collaboration avec le GRAP de Lobinière. La même chose aussi pour les incroyables comestibles, qui a quand même été là pendant 3-4 ans. En lien aussi avec les incroyables comestibles, on a fait des animations dans les camps de jour pendant 3 ans. Donc, on a rejoint des centaines de jeunes où est-ce que, oui, on parlait en fait du jardinage, de la provenance en fait des fruits et des légumes,
Sinon, des fois, il y avait un atelier un peu plus culinaire, entre guillemets, là, donc de goûter des sortes de poivrons de couleurs différentes, de se poser la question pourquoi c'est différent, tout ça. Sinon, ils ont préparé aussi une année faire une recette, donc suivre une recette, apprendre c'est quoi une cuillère à soupe, une cuillère à thé. C'était des pains aux zucchini. Donc, j'ai déjà été animatrice de camp de jour et j'ai jamais pensé donner un zucchini à un jeune et qu'il allait être heureux. Mais cette année-là, ça a l'air que les jeunes étaient très contents. Donc, moi, je pense que c'était vraiment chapeau, en fait, à nos deux étudiantes d'été. Une qui était étudiante en nutrition et l'autre en travail social. Donc, ça fait partie aussi des choses qu'on peut faire qui ne sont pas nécessairement tout le temps mis de l'avant. Là. Mais en fait, pour nous, c'est important la sensibilisation, l'éducation et de toucher à tout âge. Comment on peut avoir accès à vos services? En fait, que ce soit pour la boîte d'urgence ou la distribution régulière, il faut d'abord téléphoner et prendre rendez-vous, dans le fond, avec notre coordonnatrice. Donc, pour les paniers d'urgence, c'est juste une fois dans l'année. Il n'y a pas de coût, pas d'inscription. La personne prend rendez-vous et doit se présenter. En fait, la seule municipalité qu'on ne dessert pas au niveau vraiment des distributions et boîtes d'urgence, ça va être Sainte-Croix, étant donné qu'il y a l'entraide Sainte-Croix qui offre ce service-là. Sinon, au niveau des distributions, bon, la personne prend rendez-vous. Nous, on fait une évaluation pour l'admissibilité de la personne. On va regarder les sources de revenus, sont combien de personnes dans la famille et tout ça, pour que la personne puisse avoir accès. Puis après ça, elle est inscrite habituellement pour 1 an. Des fois, ça peut être plus court. Si, par exemple, c'est une situation temporaire entre 2 emplois ou donc en attente des fois de chômage ou autre. Donc, c'est vraiment selon certains barèmes. C'est sûr qu'on a quand même une flexibilité. Dans le fond, nous, on ne rend pas nos barèmes disponibles sur le site web, par exemple. On s'est déjà fait poser la question parce que c'est sûr que si la personne a dépasse, exemple, de 1 000 pour 4 personnes, on va quand même l'admettre à nos services. C'est arrivé aussi qu'il y a des gens qui dépassent un petit peu plus que ce qu'on accepte. Et on va regarder, pourquoi demander maintenant? On pourrait-tu faire une inscription qui est temporaire, le temps, par exemple, que la personne ait d'autres services? Donc, c'est tout ça qu'on veut regarder. Je sais qu'il y a des organismes ailleurs qui ne font pas de vérification de la situation financière de la personne. On peut penser à des organismes plus de quartier, par exemple, ou sinon qui vont dire, présente-toi entre telle heure et telle heure, n'importe qui peut passer. Nous, à notre organisme, c'est pas vraiment applicable, en tout cas pas selon notre analyse. On a un large territoire à desservir, les demandes sont nombreuses, on a des ressources limitées, on va essayer vraiment de donner le maximum qu'on peut. Une question de logistique avec nos différents points de distribution. Donc, c'est principalement pour ces raisons-là là, qu'on va garder l'évaluation annuelle. Là. Puis on aime demander, là, c'est quoi le bon coût de l'année de l'organisme? À ton avis, ce serait quoi au niveau de l'aide alimentaire? Il y en a plusieurs, mais c'est sûr que je pense qu'une belle réalisation qu'il y a eu dans la dernière année, ça a été vraiment de compléter la planification stratégique, de sortir vraiment des objectifs concrets, axés sur vraiment le mieux-être un peu de la population. Par exemple, d'aller connaître les besoins des gens dans la MRC et non juste de ceux qui utilisent le service actuellement. On va aussi travailler sur le développement de services pour de la sécurité alimentaire, vraiment plus au sens large et non seulement insécurité alimentaire. Donc, bon, il y a d'autres objectifs concrets aussi là-dedans. Je pense qu'il y a une belle mobilisation là, du conseil d'administration, des employés, mais également des bénévoles à ce niveau-là. Donc, ça, c'est sûr que numéro 1. On a une équipe de bénévoles incroyable aussi, là, donc c'est pas vraiment un bon coup, mais c'est mon coup de cœur pareil. Puis sinon, j'ose espérer que le déménagement à venir prochainement sera aussi, sera en fait le coup de cœur 2024. Donc, j'en suis déjà certaine. Comment on peut soutenir votre mission? De différentes manières. En fait, on peut soutenir, oui, par le don alimentaire, monétaire. Sinon, il y a aussi pour le bénévolat. Donc, si jamais il y a des personnes qui ont des habiletés particulières, par exemple en communication ou en
présentation visuelle, je sais pas, en saisie de données, comptabilité ou autre, ben en fait, venez nous voir, on va être très content de regarder avec vous. Sinon, il peut y avoir une implication au niveau soit de la préparation des distributions régulières. Et en termes de bénévolat aussi, un bénévolat qu'on va avoir besoin très prochainement, en fait, là, ça va être pour la récupération alimentaire à l'été. Donc, ce qui est un peu particulier, en fait, c'est qu'on ne le sait pas à l'avance quand on va être téléphoné par le producteur. Des fois, ça peut être le mardi après-midi, dire est-ce que tu as des gens pour demain matin, par exemple. Donc, on a Mélissa, comme je disais tantôt, qui est agente de social à la gestion, qui est en train de préparer le calendrier, la liste des bénévoles ponctuels pour essayer de dire, bon, est-ce que vous allez être disponible entre telle date et telle date? Je vous téléphone. Donc, sachez que quand vous voulez vous impliquer bénévolement à l'aide alimentaire, vous n'êtes pas obligé de dire oui à chaque fois qu'on vous appelle non plus. Là, on va respecter ça. Si vous voulez venir une fois, c'est correct. Si vous voulez venir de manière plus régulière à chaque semaine, c'est correct aussi. Vraiment, je pense qu'on a des besoins qui sont nombreux. On va avoir des besoins encore plus grands après notre déménagement. Donc, nouvelle cuisine, nouvel entrepôt, nouveau mode de distribution et tout ça. Si jamais vous avez même une idée, écoutez, venez me voir. Moi, je suis bien parlable. Si ça vous tente de vous appliquer d'une manière spécifique, vous avez une idée, ben, on va en jaser. Est-ce que c'est possible de faire des dons aussi monétaires sur votre site web ou quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. Donc, c'est possible sur le site web. Dans le fond, nous, on est avec la plateforme Zephy. Donc, pour faire les dons par carte. Sinon, je sais qu'il y en a qui préfèrent le faire par chèque. Dans ce cas-là, ils l'envoient à notre adresse postale. Il y en a qui préfèrent le faire par virement Interac aussi. Donc, à mon adresse courriel gestion@aidealimentairelebinière.org. Puis pour plus de questions, vous pouvez communiquer avec moi là, directement. Super. Merci beaucoup, Andréane. Oui, merci, c'est très intéressant. Merci à vous.